Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femmes à part, podcast dans lequel aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour Thérèse. Merci d'avoir proposé ton témoignage aujourd'hui pour ce podcast. Je vais te laisser te présenter afin que nos auditeurs et auditrices puissent te connaître un petit peu mieux avant de rentrer dans le vif du sujet. Mais juste avant ça, je rappelle à tout le monde que vous avez tous les liens en barre d'infos juste en dessous de cette vidéo vers les réseaux sociaux de Femmes à part, le blog, la boutique, la newsletter, le canal Telegram, bref, toutes les informations si jamais c'est la première vidéo que vous écoutez sur cette chaîne. N'hésitez pas, pour faire un petit peu plus connaissance avec Femmes à part, de regarder tous les liens qui sont dans la description. Et je vous mets comme d'habitude évidemment le lien vers le livre d'or du blog. Comme ça, si vous préférez les témoignages écrits plutôt qu'en podcast comme ça, eh bien, vous pourrez aller les lire également sur le blog. Et si vous aussi, vous avez envie de témoigner sur cette chaîne, eh bien, n'hésitez pas à me contacter par email. Je pense que mon email est dans la description, juste en dessous de cette vidéo. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne écoute. Alors, Caroline, dis-moi pour commencer, peut-être si tu peux te présenter tout simplement en quelques mots pour qu'on te connaisse un peu plus. Oui, donc je m'appelle Caroline, voilà, ça a été dit, j'ai 31 ans, je suis mariée et j'ai 2 enfants, donc un grand de 5 ans et une petite de bientôt 6 mois. Et je suis catholique depuis 3 ans. D'accord, donc tu as une conversion récente, enfin plutôt récente. Plutôt récente, oui. Enfin, disons que j'ai quand même fait du catéchisme étant enfant, mais voilà, là c'est plutôt plus un cheminement personnel, un retour à la foi, si on peut dire. Ah oui, j'allais te demander justement, est-ce que tu avais quand même reçu une éducation catholique ou est-ce que c'est vraiment toi donc tu avais un peu les racines, on va dire, et puis comme tu dis, là c'est ton cheminement qui s'est fait personnellement, quoi. C'est la foi qui est venue sur le tard, on va dire. D'accord. Alors, je sais que tu avais proposé de donner ton témoignage, surtout par rapport au fait de devenir ou d'être femme au foyer, etc. Comment ça se passe, ça a été vu peut-être par ton entourage, par la société, comment toi tu l'as vécu, etc. Et peut-être juste avant de commencer à rentrer dans ce sujet-là, je voulais te demander comment tu avais connu Femme à part en fait. Est-ce que c'était plutôt pour le côté un peu vestimentaire, etc. ou pour le côté où je parle justement de la féminité, de la place de la femme dans la société, dans la famille? Et est-ce qu'au début, ce sont des choses qui t'ont... C'est la question que je pose toujours, ça m'intéresse trop de savoir en fait. Est-ce que c'est des choses qui t'ont plutôt choqué, déplu, interrogé, ou est-ce qu'au contraire, tout de suite, tu as trouvé un soutien, tu t'es dit, mais voilà, c'est ça que je pense, etc. Enfin, raconte-nous un petit peu. Alors, du coup, ça va être en 2 temps parce que je sais... En fait, j'ai été voir l'historique de mes abonnements YouTube et j'ai vu que je m'étais abonnée en novembre 2020. D'accord. C'est postérieur, c'est directement après ma conversion. Mais je sais que justement, je connaissais la chaîne avant, que j'avais déjà peut-être écouté des podcasts. Et à l'époque, j'étais sur d'autres sujets, donc je ne m'étais pas intéressée suffisamment. Donc, j'avais pas forcément eu une réaction négative ou positive. Je m'étais dit, voilà, c'est pas forcément un sujet qui m'intéresse actuellement. D'accord. Voilà, j'étais dans d'autres choses. Voilà, ça serait un autre podcast s'il fallait en parler. Ça serait un peu, je vais pas m'étendre. Donc voilà. Mais après, voilà, c'est vrai que quand je me suis convertie, c'est une des premières chaînes à laquelle je me suis abonnée, en sachant que voilà, j'aurai des choses qui me parleront, voilà, de l'habit catholique, enfin de la décence, un cheminement par rapport à ça qui a commencé, le port du voile également à la messe. Et puis la place de la femme aussi. Donc c'est des choses voilà, que j'ai pu approfondir grâce à Femme à part. D'accord. Et donc, si tu voulais témoigner aujourd'hui sur cette chaîne, dis-nous un petit peu, c'était par rapport à quoi j'ai compris que c'était par rapport à ton parcours, en fait. Si j'ai bien compris, tu es femme au foyer maintenant, c'est ça ou... Alors là, je suis en congé parental et au départ, après, je raconterai ça plus en détail lors de mon parcours, mais
Au départ, j'ai pris 6 mois en me disant, voilà, après, si je peux prolonger, ce sera bien. On fait pour voir aussi, surtout au niveau financier, on verra que c'est quelque chose qui était important dans mon cheminement. Et donc là, c'est vrai que je sais que je veux prolonger et que même au-delà de ça, je me vois. Enfin, pour moi, il y a un avant et un après, en fait. D'accord. Un avant-après, tu veux dire grossesse ou un avant-après quand on reste au foyer, en fait c'est le fait d'être enceinte de mon deuxième enfant et donc cette nouvelle étape de ma vie où là, j'ai senti que je ne pouvais pas faire comme avant, en fait, et qu'il y aurait un avant et un après. Je ne sais pas si je pourrais, j'aimerais pouvoir, voilà, à 100%, pendant toute l'enfance de mes enfants, être à la maison. Ce ne sera peut-être pas possible, mais disons, si je dois travailler, vraiment le moins possible. Voilà. Et en fait, ça t'avait pas fait ça après ton premier enfant? Enfin, c'est plutôt une prise de conscience au deuxième. Ouais, vraiment pas du tout. Déjà, je n'étais pas catholique. Donc ça m'a changé pas mal la manière de penser, ça c'est évident. Je pense que toutes les personnes qui se sont converties à l'âge adulte ont vu ça en fait, à quel point ça peut nous changer. Donc j'ai eu mon premier enfant, j'étais enceinte en 2018. Et donc ça a mis du temps pour que je me sente mère en fait. Bon, j'étais encore assez jeune, j'avais 25-26 ans. Et j'avais pas encore cette maturité-là et je découvrais un petit peu toutes les étapes de la maternité. C'était très nouveau pour moi et je m'étais pas forcément préparée. Et donc j'ai repris le travail à 2 mois. Donc, comme la plupart des femmes. Voilà, oui. Mais ça me posait pas de problème et en fait, je me disais bon, la société m'impose ça, je vais pas chercher plus loin. L'allaitement, du coup, je l'ai écourté en fonction de ça. Et voilà, j'ai mis mon fils en crèche très tôt. Et en fait, dans ma tête, c'était un petit peu l'idée il faut que je travaille parce que c'est mon devoir, la famille s'agrandit, il faut que je subvienne aux besoins de la famille. Alors que mon mari travaillait aussi, mais voilà, j'avais quand même Et en y repensant tout à l'heure, en préparant ce podcast, je me suis dit, mais oui, en fait, je pensais comme un homme quelque part. C'est intéressant de voir ça a posteriori, mais je me souviens très bien des réflexions que j'avais, de me dire, parce qu'en plus j'ai changé de travail pour me rapprocher de la maison. Et du fait de pouvoir aller chercher mon fils à la crèche s'il était malade ou quoi que ce soit, donc je voulais travailler plus près de la maison. Et je me souviens, je me dis, il faut que ça se passe bien dans ce travail parce que il faut que je subvienne aux besoins de la famille. J'avais vraiment cette réflexion-là. Et ça me paraissait incontournable. Et vous étiez 2 parents, quoi. C'est ça qui est. C'est pas comme si tu étais mère célibataire ou là, c'est pas les mêmes responsabilités. Pas du tout, ouais. Mais c'est comme ça que je pensais. Ouais, c'est ça. Écoute, je te propose de nous raconter un petit peu ton parcours ou ton cheminement par rapport à ta place un petit peu de femme au foyer, comme ça on comprendra un petit peu mieux. Oui. Donc du coup là on revient quand j'ai repris le travail en 2019. Donc en 2020 il y a eu ma conversion. Donc ça je pense que c'est quelque chose qui a changé, qui a commencé à changer un petit peu ma mentalité. Et donc ça a été progressif. C'est comme le cheminement de la décence. Ça a été progressif en fait. Le fait de prendre vraiment en compte mon côté féminin, ma féminité, les talents que ça implique et ma place, le bien que je peux faire déjà dans mon foyer, même si je travaillais à l'époque. Donc j'ai commencé à plus apprécier le fait de cuisiner, le fait de recevoir, le fait de rendre ma maison plus accueillante. Anecdote très banale, j'ai investi dans des galettes de chaises, voilà. Ça paraît complètement, vraiment, je sais pas comment dire, ça paraît sans intérêt, mais en fait, c'est rajouter cette petite touche de confort. Oui, c'est ça, de déco, de confort, s'approprier sa maison, faire en sorte qu'elle soit accueillante et tout. Ça, avec ce côté féminin, et c'est quelque chose auquel je ne pensais pas forcément avant, je ne sais pas. En fait, on va investir la maison en quelque sorte. Voilà, c'est ça. Ah, c'est rigolo.
Ensuite, donc, j'ai continué à cheminer et c'est vrai que bon, après, j'ai eu des réflexions plus politiques sur le féminisme, sur ce que ça avait fait à la société, sur le fait que finalement, du fait que les femmes travaillent, on dit voilà, c'est un droit que les femmes travaillent, mais je commence à avoir la réflexion, c'était plutôt une obligation pour équilibrer les finances du foyer, en fait. Et donc, je voyais les choses comme ça. Et j'avais des discussions comme ça avec des personnes pas forcément d'accord, des personnes voilà, qui m'aidaient à approfondir ma réflexion. Mais ça a commencé à faire son chemin en moi, on va dire. Et en fait, à ce point-là, j'étais attirée par le fait d'être au foyer, mais j'avais le sentiment que c'était inaccessible, en fait. Et on en revient vraiment à ce côté matériel. Ah oui, ça j'allais dire, est-ce que c'était inaccessible point de vue matériel ou autre chose? D'accord. Oui, plus vraiment matériel. Alors je pense que oui, j'ai toujours eu un peu ce côté-là, cette peur de manquer. Ça peut avoir des côtés positifs dans le sens où je mets pas mal de côté, je suis pas trop dépensière, voilà. Mais c'est vrai, voilà, c'est quelque chose pour moi qui me paraissait très bloquant. D'accord. Ensuite, en 2022, donc je suis tombée enceinte de ma petite fille. Et là, dès le départ, pour moi, c'était évident, je vais prendre un congé parental. C'était même pas, il n'y a pas eu de réflexion. Même tu ne voyais plus repartir au boulot 2 mois après, 2 mois après l'accouchement. Non, vraiment. Surtout que je voulais allaiter, vraiment, j'envisageais les choses de manière totalement différente. Et je me dis, en plus, avec 2 enfants, c'est pas pareil qu'avec un seul enfant. Mais dès le départ, oui, j'ai prévenu très tôt mon employeur parce que je savais que je voulais faire ça. Après, bon, encore une fois, j'étais pas non plus sortie de mes craintes de manquer au niveau argent. Donc c'est pour ça que j'ai posé ces 6 mois en me disant voilà, de toute façon, si ça se passe bien, je pourrais toujours prolonger. Donc voilà. Ensuite, en fin d'année, j'ai fait ma première retraite. Donc, j'ai fait les exercices de Saint-Ignace. Je ne sais pas si tu connais. Si. Je crois que j'en ai déjà parlé dans des podcasts en plus. Ah, c'est possible. Ah, oui. Et donc, parmi toutes les méditations que j'ai fait, c'est vrai que ça revenait souvent sur l'abandon à la volonté de Dieu. Et en fait, pendant ces méditations, je comprenais que j'avais des résistances en moi, qu'il y avait quelque chose qui bloquait à ce niveau-là et qui empêchait ma foi de s'épanouir en fait pleinement. C'est-à-dire que justement, il y a cette phrase que j'aime beaucoup, mais finalement, je ne l'appliquais pas à l'époque. C'est alors, j'espère que je vais pas me tromper de mots, mais c'est quelque chose comme pas ma volonté, mais la vôtre, Seigneur. Alors, peut-être tu me diras. Et donc, j'aimais beaucoup cette phrase et à la fois, je pense que j'étais pas... Il y avait des résistances en moi, quoi. Et donc, déjà, là, j'ai compris qu'il fallait que je travaille sur ça, sur le fait de, finalement, de me dire que tant que je fais sa volonté, en fait, je pouvais laisser les choses arriver et être plus... on va dire lâcher prise, même si j'aime pas ce terme parce qu'il est très connoté maintenant dans l'ésotérisme, etc. Mais c'était un petit peu ça l'idée, en fait. D'être plus abandonné à la volonté de Dieu. Exactement, oui. Même si, voilà, je savais que ça ne se ferait pas du jour au lendemain, évidemment. Mais il y a des fois, justement, Dieu va nous donner des petits coups de pouce pour un petit peu nous mettre à l'épreuve. Ensuite, pendant ma grossesse, j'ai lu à mon fils la vie de Saint Jean Bosco. Et je me souviens justement que c'est un saint qui au niveau financier avait toujours des problèmes. Enfin, je ne sais pas si tu connais un peu sa vie, mais dès qu'il voulait construire une école, même quand il a voulu construire l'église à Notre-Dame Auxiliatrice, il n'avait jamais d'argent en fait. C'était toujours, il avait toujours quelqu'un qui venait le voir. On va devoir arrêter les travaux, on n'a plus d'argent. Et en fait, comme venu de nulle part, mais c'est l'impression que ça donne. Il y avait un don providentiel qui comblait toutes les dépenses nécessaires. Voilà. Et je ne sais plus si c'est lui qui dit, alors j'ai plus la bande dessinée, c'est dommage, mais
en gros, qui disait en fait que plus on est pauvre, entre guillemets, dans l'esprit de pauvreté, c'est-à-dire moins on désire avoir d'autres choses et plus on se contente de ce qu'on a, plus la providence agit, en fait. Voit et et nous donne ce dont on a besoin. Puis après, c'est dans les évangiles, hein, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et pourtant notre Père du ciel les nourrit. Tout à fait. Comment ça, hein. Mais c'est vrai qu'il faut beaucoup de confiance et beaucoup d'abandon. C'est ça. Et c'est vrai que, bah oui, ça plus ça, au final, ça a travaillé en moi. Et donc, qu'est-ce que je disais ? Oui, voilà, c'était ça. Oui, tu avais un peu cette peur en restant au foyer de ne pas avoir assez des moyens financièrement. Pour avoir ce train de vie. En fait, je pensais, voilà, est-ce que je ne devrais pas encore, justement, avoir ce rôle de pourvoyeur de finances, on va dire, pour la famille. Alors que mon mari travaillait, hein, encore une fois, c'était pas ça le sujet. Et lui, d'ailleurs, ton mari, il pensait quoi ? Il préférait, quand tu lui dis, je sais pas d'ailleurs si tu lui faisais part de tes craintes financières, par exemple, mais est-ce que lui, il était plutôt du style à dire, bah oui, ça serait bien, vaut mieux que tu continues de travailler, ou est-ce que, bah non, t'inquiète pas, je gère et... Parce que ça influe dans la décision, je trouve, selon la position du mari aussi. Ah oui, clairement. Oui, plutôt dans le soutien, en fait. Je sais que oui, il voulait me voir à la maison, en fait, m'occuper des enfants. Pour lui, c'était... Il n'y avait pas de résistance de son côté, en tout cas. D'accord. Non, mais c'est important de le préciser, je pense, parce que... Oui, ça peut arriver aussi. On sait que ça avait aussi ce soutien. Merci Seigneur, je n'ai pas eu cette épreuve. Il y a peut-être des personnes qui nous écoutent qui ont... Je sais que moi j'ai déjà eu des témoignages dans le sens-là, justement, où c'est plutôt le mari qui est un petit peu frileux, ou tu sais, ce que tu disais un petit peu sur tes craintes, c'est pas que tu manques d'argent, et puis tu fais attention, mais quand même, tu as un petit peu peur pour l'avenir, etc. Bon, bah, il y a des couples où en fait, c'est plutôt le mari qui a très très peur, et voilà, qui préfère que sa femme continue de travailler. Bon. Non, dans mon cas, j'ai pas eu ça. Donc voilà, donc j'en étais à la retraite et puis voilà, lecture de Saint Jean Bosco. Et donc début 2023, en fait, donc j'étais enceinte. Je commençais le 2e trimestre, si je dis pas de bêtises. Et j'ai été arrêtée en fait pour anémie. Et puis du coup j'ai été arrêtée jusqu'à mon accouchement finalement. Et c'est vrai que là, bah, j'ai pu me consacrer plus à mon fils, lui consacrer plus de temps, être plus attentive à ce qu'il pouvait vivre, à aussi le voir grandir, voir qu'il changeait un petit peu de manière d'être, il mûrissait, en fait, je le voyais mûrir et je voyais un peu l'évolution des besoins aussi. Il passait de petit garçon à, on va dire... Voilà, un peu plus, c'est-à-dire vraiment, il avait aussi un éveil de sa conscience, donc il fallait que j'accompagne sur ça, sur connaître le bien, le mal. J'ai vu que c'était extrêmement important en fait. Et d'ailleurs, tu as vu une différence ou pas entre le comportement de ton fils quand il allait à la crèche, quand tu n'étais pas à la maison, et son comportement quand tu étais un peu plus présente, ou ça, non, ça l'a pas trop... Ça n'a rien changé de spécial pour lui? Alors, je sais que quand j'ai commencé justement au début de mon arrêt, donc en début d'année, là, à venir le chercher, à moins le laisser en périscolaire, il le disait tout le temps en fait à la maîtresse, tous les jours pratiquement, donc il était très content. Et c'est plutôt la maîtresse qui m'a dit qu'il était plus calme. À la maison, je ne voyais pas vraiment de différence. Parce qu'à la maison, il avait tendance à plus s'exprimer qu'à l'école. Mais à l'école, malgré tout, elle m'a dit, sa maîtresse, qu'il était plus calme et qu'il avait l'air plus serein, plus calme. Donc oui, et ça fait très plaisir. C'est là qu'on se dit, oui, en fait... la présence de la maman est importante. Hein. Pas pour rien du tout, oui. C'est là qu'on le constate, en fait. Parfois, on a besoin de voir pour croire, n'est-ce pas? Malheureusement. C'est sûr. Donc voilà, et ensuite, ma petite fille est née en avril. En fait, déjà, la Providence avait, au début de mon congé parental, donc 2 mois après, en fait, j'avais eu une prime
donc qui me permettait de voir venir, en fait, puisque j'allais avoir quand même une trésorerie un petit peu modifiée. J'ai eu ça qui m'a permis un petit matelas, on va dire, pour que qui t'a rassuré, quoi. En douceur. Bah voilà, c'est ce dont j'avais besoin, en fait. Encore une fois, on en revient là. Hein. Et maintenant, voilà, je suis quand même, le temps a passé et je suis quand même beaucoup plus sereine, en fait, par rapport à ça. Beaucoup plus dans le lâcher prise, hein, on en parlait tout à l'heure. Voilà. Et petit à petit, alors j'ai récupéré mon accouchement qui a été un petit peu difficile. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais une fois que j'avais récupéré, vraiment, je pouvais pleinement prendre ma place de maman, d'épouse, de femme au foyer à 100%. Donc avec toutes les... Finalement, c'est très... On a l'impression que c'est très basique et peut-être inintéressant, mais au contraire, il y a tellement d'aspects en fait qu'on découvre. Moi, j'ai découvert beaucoup de choses. Il y a un champ des possibles assez important quand même quand on est chez soi. Quand on s'occupe de sa famille, de sa maison. C'est marrant parce que la plupart des médias ou des témoignages qu'on entend à l'heure actuelle, c'est plutôt pour dire le contraire. Tu vois, toi, tu dis c'est un champ des possibles qui s'ouvre. Et généralement, de ce qu'on entend dans les médias, c'est plus, c'est horrible quand t'es mère au foyer, t'es prisonnière et au contraire, c'est des portes qui se ferment. Alors que toi, tu le vois plutôt comme des portes qui s'ouvrent. Donc, c'est intéressant d'avoir ton témoignage là-dessus. C'est ça, exactement. Et donc oui, j'ai eu pour la première fois en fait, ça c'est très important dans ma tête, c'est le sentiment d'être à ma place. Et c'est vraiment la première fois. C'est-à-dire que j'ai eu, après, voilà, j'ai eu beaucoup d'expériences professionnelles. Après, voilà, j'ai fait des choses qui me déplaisaient pas non plus. Hein, je crache pas dessus. Hein. Ça a été formateur sur plein de points. J'ai appris des choses, j'ai rencontré des personnes, etc. Mais là, vraiment, j'ai eu vraiment ce sentiment très fort d'être à ma place. Comme dans un puzzle, et quand on met la dernière pièce qui s'emboîte bien partout et on sent que c'est pile sa place, en fait, quoi. C'est ça. Ouais. Et ça allait avec ton cheminement aussi de conversion, d'approfondissement de ta foi, de ta féminité, etc. Oui. Et pour la première fois, en fait, je pouvais mettre à 100%. C'est-à-dire qu'avant, je sais pas, je mettais peut-être à 50%, mais là, à 100%, mes compétences au service des miens, en fait. J'étais pas obligée de diviser un petit peu mon énergie. Toute mon énergie va dans mon foyer, en fait. D'accord, avec tout ce que ça implique Tout ce que ça implique, voilà. À faire, mais aussi, hein, on va pas faire comme si je ne vais pas avoir un discours trop angélique. Évidemment, il y a des difficultés. Hein, on est dans la matière, on est dans la vie terrestre, et évidemment, il y a des épreuves. Évidemment, il y a des difficultés. On en parlera après. Ouais, c'était ma prochaine question, justement. Est-ce que tu as fini sur ton cheminement globalement ou pas? Je ne veux pas te couper si tu avais d'autres choses. Non, après, c'est des choses qu'on pourra... Non, c'est pas très grave. Non, tu peux... Juste pour faire le lien avec ce que tu disais, j'imagine qu'il y a eu aussi des joies, des choses agréables, mais peut-être ça aiderait celles qui nous écoutent de savoir un peu aussi quelles ont été tes difficultés. Parce que d'une part, si elles ont les mêmes difficultés, elles se sentiront peut-être moins seules, ou alors si elles sont en train de décider, de mûrir l'idée de rester au foyer, au moins j'allais dire, elles ont toutes les cartes en main et ça évite, je trouve, d'avoir une vision beaucoup trop positive. Tout est parfait, tout est génial. Non, comme dans tout, il y a des difficultés. Je dis pas qu'il faut pas être mère au foyer, mais voilà, faut juste voir les choses avec beaucoup de clairvoyance. Et puis même nous, par exemple, ou toi, pour les personnes qui sont pas mamans ou qui n'ont pas de famille, qu'elles puissent aussi comprendre ces situations-là. Oui, tout à fait. Je pense que c'est bien parce que c'est méconnu finalement. On n'en parle pas beaucoup. C'est-à-dire que comme c'est, on va dire, la société dénigre ça, on n'en parle pas de manière réaliste. Ouais. Et c'est plus la même chose qu'il y a quelques années que l'exemple qu'on peut avoir de nos parents, par exemple. Oui, tout à fait. Ou de nos grands-parents. Ok, il y avait peut-être plus de mères au foyer, mais je pense que la situation n'était pas du tout pareille, les défis n'étaient pas les mêmes. Et certes, il y a certaines choses dont on peut s'inspirer, mais bon, ça ne suffit pas toujours, quoi. Exactement. Oui, donc les difficultés que j'ai pu avoir, alors je ne sais pas si je les ai forcément surmontées, mais bon, je vais les dire là maintenant. Déjà, premièrement, c'est
c'est le cadre en fait. C'est-à-dire que quand on travaille, on a des horaires en fait en principe. Donc on a un cadre, on sait à quelle heure on se réveille, on a à peu près 1 heure de coucher, etc. Donc voilà, on a un cadre. On a même un cadre là pour la pause déjeuner, etc. Là, il faut tout créer en fait ex nihilo. Au départ, sauf quand mon fils qui est déjà scolarisé, je me base un petit peu sur ses horaires de classe, donc ça me donne une base déjà. Mais par exemple, pendant les grandes vacances, là j'ai découvert l'absence totale de cadre et la nécessité d'en créer un en fait. Et ça, c'est un défi en soi en fait. Et il faut s'inspirer. Moi, j'ai essayé de penser un peu à toutes les congrégations religieuses qui ont justement cette règle. Ces horaires de prière, les horaires de lever, de coucher, de repas, etc. Parce qu'en fait, c'est très réaliste en réalité, c'est que l'homme de lui-même, il va aller à la facilité et il va pas de lui-même se donner de cadre. En fait, il faut se faire violence en fait pour avoir ça. Et c'est important de se donner un cadre. Et c'est vrai que ça a été un travail sur moi que j'ai dû faire. Moi, je le dis en toute humilité, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Et là maintenant, ça vient plus naturellement ou c'est toujours un effort? Je dirais que là, en période scolaire, c'est quand même beaucoup plus facile. Surtout que je prends mon fils le midi, donc vraiment, c'est très rythmé. Mais on verra, là, justement, il y a les vacances qui arrivent. Donc, j'espère que j'aurai tiré des conséquences fructueuses des dernières vacances. Et voilà, donc je vais essayer de reprendre, d'aller directement sur de très bonnes bases. Et voilà, ça me paraît important. Donc il y a ça. Il y a aussi trouver son équilibre, prendre du temps pour soi. Et on va dire du temps pour soi qui reste sain en fait, qui n'est pas se mettre devant une série et voilà, éteindre son cerveau, voilà, essayer de trouver des choses plus constructives. Voilà, oui, c'est ça. C'est ça. Et puis peut-être la dernière chose, c'est le fait de ne pas trop s'éparpiller, parce qu'en fait, quand on est chez soi, je pense que même les personnes qui juste, voilà, quand elles sont en vacances, on s'aperçoit qu'en fait, il y a toujours des choses à faire. Il y a toujours. C'est-à-dire que même si on a l'impression, voilà, d'avoir fait beaucoup de choses dans la journée, d'avoir fait ce qu'on avait l'impression d'avoir à faire, il y a toujours d'autres choses en fait. Et donc, il ne faut pas trop se laisser déborder. Justement, il faut essayer c'est là où j'ai utilisé un petit peu ce que j'ai appris dans mes expériences professionnelles, c'est donc déjà gérer ses priorités, donc avoir une échelle de priorité. Et moi, alors, ce qui m'aide le plus maintenant, c'est en fait d'avoir une liste de choses à faire qui est toujours vraiment à disposition. Là, j'ai mon carnet juste à côté de moi. Et comme ça, visuellement, je sais ce que j'ai à faire, ce que j'ai déjà fait. Et voilà, j'arrive à voir un peu comment j'avance. Et ça donne un sentiment d'accomplissement qu'on peut perdre peut-être en étant au foyer, étant donné qu'on n'a pas un responsable qui nous dit « Ah bah voilà, c'est bien, tu as accompli tel objectif ». Là, il faut qu'on se fixe nos propres objectifs et qu'on soit notre propre responsable à se dire « Voilà, regarde, tu l'as fait, c'est bien ». Attention, ça, peut-être ça, tu l'as fait trop tard ou tu l'as fait… voilà. C'est un petit peu ça, moi, que je pourrais mettre en avant. D'accord. Et d'autres difficultés ou c'était surtout ça donc là, non, c'est surtout ça. Je pense que c'est déjà pas mal en soi. Ouais. Le fait mais c'est bien parce que c'est des difficultés où on voit que c'est tout à fait surmontable ou qu'en tout cas tu peux, en encadrant tout ça, que c'est plus facile. Et en ayant un bon rythme, une bonne organisation. Et j'ai trouvé ça intéressant ce que tu as dit sur le temps à prendre pour soi. Et en fait, la qualité, parce que ça, c'est quelque chose qu'on dit très souvent, en vrai, de dire attention, même si vous êtes mère au foyer, ou d'ailleurs même dans d'autres cas, mais très souvent, on dit faites attention, pensez à prendre du temps pour vous, non pas d'une façon égoïste ou je sais pas quoi, mais voilà, il faut trouver le bon équilibre pour pouvoir… tenir le coup, j'allais dire, dans la durée. Et voilà, c'est à la fois savoir donner aux autres, mais il faut aussi, charité bien ordonnée commence par soi-même, comme on dit.
Et ce que j'ai trouvé intéressant dans ce que tu as dit, c'est le fait de préciser d'avoir du temps pour soi, mais qui est vraiment fécond, quoi, qui est vraiment un temps de qualité et qui est pas juste, bah, tiens, je vais gober des séries, je sais pas, j'ai 1 heure devant moi, bah, je gobe bêtement des séries ou je scrolle sur Instagram, n'est-ce pas? Et certes, ça va te faire un petit moment tranquille, calme et je ne sais pas quoi, mais c'est pas forcément ce qui va te nourrir et te permettre de raviver la flamme, de nourrir ton âme, de te donner du courage, etc. Alors, je dis pas qu'il faut jamais regarder de séries ou jamais regarder Instagram, mais comme tu dis, je pense qu'il faut trouver un équilibre, quoi. Et apprendre à nourrir. Je pense que c'est un enjeu important à l'époque à laquelle on vit, on ne peut pas y échapper, en fait. C'est quelque chose, il faut trouver son équilibre là-dedans et il y a des périodes voilà, où on va moins y arriver, ou des périodes où on va plus y arriver. Je sais que moi, c'est justement mon carême, comme je ne pouvais pas jeûner, en fait, comme j'étais enceinte, j'ai décidé de faire ça, en fait, de faire un carême d'écran. Et ça a été, ça m'a fait un bien fou. Hein. C'était vraiment. Ça a été difficile ou pas? C'est quelque chose difficile, mais ça me procurait beaucoup de joie, en fait. Comme toute. J'ai envie de dire, à partir du moment où on fait les choses pour Dieu, en fait, forcément, ça produit de la joie. Hein. Tous les sacrifices qu'on fait. Voilà, je sais pas si toi tu as le même ressenti, mais c'est dur et à la fois on est heureux de le faire en fait. Ouais, en fait, c'est d'un point de vue, alors, comment dire? Par exemple, moi, il y a certaines choses dont je me prive pendant le carême, et oui, j'ai cette joie spirituelle, entre guillemets, de me dire, punaise, c'est vraiment tellement dur. Je suis contente de pouvoir offrir ça au bon Dieu. Mais je veux dire, d'un point de vue humain, vraiment, ça reste difficile, et au bout de 40 jours, c'est toujours difficile, et à la fin du carême, je suis contente de reprendre cette habitude, où moi, tu vois, par exemple, ça va être la musique que j'écoute. J'essaye de ne pas en écouter pendant le carême, sauf le dimanche. Et franchement, c'est quelque chose de très difficile et que je reprends volontiers après. Alors que les écrans, par exemple, ça m'est déjà arrivé de vouloir diminuer ou par... comment on dit, par la force des choses, j'ai trop de rendez-vous, je suis au bureau, je sais pas quoi, enfin bref, je regarde beaucoup moins mon écran ou mon téléphone s'est cassé la dernière fois il y a quelques semaines. Et en fait, tu as une petite période où ça peut être un peu difficile, d'adaptation, etc., parce qu'on a nos réflexes et tout. Il y a la joie, si c'est un sacrifice qu'on offre au bon Dieu, il y a toujours cette joie qui est là, mais je trouve qu'avec les écrans, par exemple, je suis jamais contente de reprendre, je dis pas complètement, voilà, c'est sympa d'avoir un téléphone, de regarder une série, d'aller de temps en temps sur les réseaux sociaux, mais moi, globalement, le temps que je dois y passer pour faire ma part ou autre, ouais, ça c'est un peu plus pénible, quoi. Il y aura aucune, c'est un effort que je continuerai volontiers, qui serait même pas un effort à la fin, quoi, d'être moins sur les réseaux sociaux. Donc, je trouve que ça dépend de l'effort qu'on fait, en fait. Mais je suis d'accord avec toi que quand on fait quelque chose de toute façon pour Dieu, on est toujours content de pouvoir lui offrir. Et justement, quand c'est vraiment difficile, je trouve que c'est là que, on n'est pas sadomaso, mais voilà, au moins on a l'impression de faire vraiment un effort. Parce que je sais pas, ne pas manger de viande le vendredi, par exemple, c'est pas un effort spécial pour moi. Ça passe un peu inaperçu. Alors que là, je sais pas, se priver de musique. Oui, c'est vrai que c'est plutôt facile. Oui, c'est juste une question d'organisation en fait. Voilà, exactement. Alors que faire un vrai, voilà, se priver vraiment d'un truc qu'on aime, c'est déjà autre chose. Bref, est-ce que tu voulais parler, tu en as déjà un petit peu parlé, tu les as mentionnés un peu au fil de l'eau, mais du coup, comme on a parlé un peu du négatif ou des choses plus difficiles qui te demandaient un effort, une adaptation, est-ce qu'il y a eu aussi des joies, des choses pour lesquelles tu as de la gratitude, qui vraiment des choses qui t'ont procuré du bonheur, quoi, en prenant cette décision de rester dans ton foyer? Oui, tout à fait. Non, je suis désolée, j'entends ma fille pleurer là. Ah, tu veux faire une pause? Est-ce que tu l'entends? J'entends un tout petit peu, mais c'est pas gênant. Je pense que ça ne gêne pas nos auditeurs non plus. Mais si tu veux être rassurée et aller lui parler, on met sur pause et on reprend. Non, j'entends mon mari, je pense qu'il va la mettre au lit là. Ça marche. C'est bien, ça aura une petite parenthèse pour nos auditeurs. Une petite touche de réalisme. Voilà, exactement. Donc oui, parmi les joies, donc il y a l'allaitement déjà. Là, je vais bientôt être à 6 mois d'allaitement. C'est un vrai bonheur. Et c'est le lien qui se crée avec l'enfant, c'est incomparable. C'est vrai que quand on est obligé de reprendre le travail, c'est vrai qu'on n'allaite pas très longtemps finalement. Oui,
Alors, c'est vrai qu'on voit beaucoup, oui, vous pouvez tirer à l'été au travail, etc. Mais bon, déjà, je pense pas que toutes les entreprises permettent ça. Et c'est quand même pas pareil de tirer à l'été que d'allaiter. Enfin, je trouve que... Oui, ah bah oui, ça c'est... Après, je sais qu'il y a des femmes qui, pour des raisons de santé, etc., ou enfin voilà, sont obligées de tirer à l'été, ou même de ne pas allaiter du tout. Mais enfin, pour moi, voilà, l'allaitement direct, il n'y a rien de mieux en fait. Hein. D'accord. Parce que c'est là que voilà, il y a un échange. Il y a le lien qui se... Oui, le lien entre la maman et l'enfant, et il y a aussi ça. C'est ça. Donc notamment ça. Et ensuite, le fait de se sentir bien chez soi, en fait, c'est assez simple, mais en fait, quand je rentre, quand je travaillais à temps plein, je rentrais chez moi, j'étais toujours en retard en fait sur ce que j'avais à faire, et c'était rare que j'ai des moments où vraiment je me sente bien chez moi dans le sens où je vois pas de choses de bazar, de choses voilà que je n'ai pas encore eu le temps de faire. Je n'ai pas ce sentiment d'être toujours en retard sur mon planning de ménage. Et ça a l'air de rien, mais en fait, oui, je me sens très souvent bien chez moi. À part peut-être le lundi matin, parce que comme le dimanche, voilà, j'essaie quand même de respecter, comment on appelle ça j'ai un trou. Le fait de pas de travail servi le dimanche. Oui, voilà, exactement. Voilà, le jour de service. C'est vrai que le repos dominical. Ça cumule assez vite, voilà. Et du coup, c'est une mortification aussi parce que je vois les choses qui commencent ça va vite, hein, surtout quand il y a des enfants. Donc c'est peut-être ce moment-là où c'est plus difficile, hein. Non, je te comprends, je te rejoins, c'est pareil pour moi. Non, je peux pas faire ça, c'est dimanche. Non, je peux pas faire ça. Mais bon, comme tu dis, c'est pour le bon Dieu. Et puis, tout à fait. Et puis ça permet, en vrai, alors moi parfois ça me fait un peu pas rager, mais quand je vois ma to-do list, je me dis non mais j'aurais tellement envie de faire ci ou de faire ça. Et en fait après je me rends compte, mais heureusement qu'il y a le dimanche et qu'il y a le repos dominical, parce qu'en fait ça me force pas à ne rien faire, parce que je vais pas ne rien faire, mais ça me force à ne pas faire certaines choses, ça me force à me reposer, à faire d'autres choses, des activités manuelles ou d'autres choses qui vont me détendre, etc. Ou à être en famille. Et je me dis, le bon Dieu a bien fait les choses parce que sinon je m'arrêterai jamais. Donc c'est très bien. Oui, je te rejoins assez là-dessus, en effet. Voilà, donc j'avais dit ça. Et aussi, en fait, je fais pas mal de nouvelles rencontres. Ça, je n'y attendais pas forcément. Mais déjà, j'ai le temps de plus d'échanger avec les mamans que je croise à la sortie de l'école. Chose que je ne faisais pas du tout avant, puisqu'en fait, déjà, je déposais mon fils dans des horaires, c'était pas l'horaire d'ouverture de la grille, en fait, c'était vraiment le périscolaire, le matin et le soir. Et puis même voilà, je peux aussi échanger avec des petits commerçants. Je suis moins pressée en fait. Ça veut pas dire que j'ai le temps, j'ai pas non plus un temps immense, mais c'est-à-dire que je prends plus le temps de vivre ces petits échanges, ces petites choses, ces petites choses du quotidien qui nous nourrissent quand même, les interactions humaines. Exactement. Et est-ce que tu vois d'autres choses, à part le fait d'être près de tes enfants, de les voir grandir aussi, comme tu avais dit tout à l'heure, mais je ne sais pas si tu voulais compléter. En fait, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment ce sentiment d'être à sa place. À la fin de la journée, il y a eu des difficultés, peut-être j'ai un manque de sommeil qui fait que je suis assez fatiguée, mais à la fin de la journée, j'ai cette forme de contentement où je me dis, en fait, je voudrais pas être ailleurs, là, je voudrais pas faire autre chose. Je suis avec mes enfants, je les vois grandir. Mon mari, quand il rentre du travail, la maison est propre, rangée. Je lui fais des bons plats. J'apprends petit à petit à faire des recettes plus complexes. Et voilà, tout ça, c'est extrêmement gratifiant. C'est hyper intéressant ce que tu dis sur le fait d'être à sa place, et que quand on est à sa place, et même s'il y a de la fatigue, des difficultés, etc., je pense qu'on ne les perçoit pas du tout de la même manière. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas fatigué ou que c'est pas difficile, mais quand on sait qu'on est à sa place et qu'on fait ce qu'on doit faire, je trouve que ça donne quand même un peu des ailes, humainement parlant, quoi, on va dire, sans parler du côté spirituel, mais voilà, on est bien, c'est notre passion, on sait que c'est ce qu'on doit faire, etc. Voilà.
et d'un côté un peu moins humain et un peu plus spirituel. Mais je pense que le bon Dieu aussi nous donne des grâces d'état, en fait, selon notre état de vie. Il donne pas les mêmes grâces, par exemple, à un prêtre ou à une mère de famille. Et je pense que quand on est à notre place et qu'on fait la volonté du bon Dieu, eh bien très certainement on est un peu plus réceptif finalement à toutes les grâces que le bon Dieu nous envoie, et ça doit aussi nous porter, nous soutenir et faire qu'en fait ça adoucit un petit peu, on va dire, nos éventuelles épreuves ou difficultés du quotidien. Donc c'est très important de le rappeler, mais en tout cas, c'est un beau témoignage. Je trouve qu'on a creusé pas mal de sujets que je n'avais pas trop entendus avant, en fait, quand j'ai discuté avec d'autres mères au foyer. Donc, je trouve ça super intéressant d'avoir eu un peu ton parcours et ton point de vue là-dessus. Je ne sais pas s'il y avait d'autres choses que tu voulais ajouter ou que tu n'avais pas encore eu l'occasion de mentionner. Non, je pense que j'ai beaucoup parlé. Mais c'est très bien, c'était très intéressant. Est-ce que tu pourrais peut-être, avant de conclure, est-ce que tu auras un ou plusieurs conseils ou une phrase, je ne sais pas, quelque chose à dire à toutes les personnes qui nous écoutent et spécialement les femmes qui, je ne sais pas, qui soit sont mères au foyer ou un peu des difficultés ou qui hésitent un peu à franchir le pas? Alors, je donnerais plutôt des conseils pour les femmes qui réfléchissent à franchir le pas, parce que celles qui sont déjà femmes au foyer, je pense que c'est plutôt elles qui pourraient me donner des conseils. Là, je suis encore, c'est tout frais, voilà, c'est encore balbutiant, donc voilà, attendons de voir un petit peu les épreuves que je vais avoir, peut-être les découragements, on ne sait pas, les futures joies, etc. Je reste très humble là-dessus. Par contre, celles qui désirent l'être et qui ont peut-être des craintes similaires aux miennes, financières ou même autres, regard de la société aussi, je pense que ça peut jouer. Ce que je pourrais dire, c'est que, en fait, c'est là que Dieu veut vous voir. C'est-à-dire, c'est la place, c'est la place de la femme, en fait, tout bêtement. Après, voilà, chacun a ça dépend où on en est dans la vie, mais quand on a une famille, en fait, notre place, c'est au foyer. On va dire, c'est le cœur, en fait, de la famille. C'est la femme qui, justement, c'est le livre La sainteté de la femme qui m'a beaucoup inspirée là-dessus. Je crois qu'il est dans ta bibliographie, il me semble, qui dit voilà que la femme est. Non, je crois, je sais plus. Oui. Oui, il est dans que la femme est l'âme du foyer. Et je trouve que ça résume pas mal les choses. C'est que quand on prend possession de son foyer, en fait, on lui donne une âme. C'est pas juste un endroit de passage, c'est un endroit de vie. Et quand on fait ce choix, quand on s'abandonne à ce choix, on attire en fait beaucoup plus la Sainte Providence. Parce qu'on est en fait là où Dieu nous veut. Et Dieu veut que justement on soit, déjà pour les enfants, c'est très important en fait qu'on puisse avoir qu'on puisse permettre aux enfants, c'est comme des plantes en fait, il faut les entretenir pour qu'elles poussent correctement. Et voilà, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que d'être près d'eux en fait. Voilà. Et merci pour ces dernières paroles, ce conseil, et je trouve cet encouragement à être vous-même. Et on le voit bien que toi, au début, tu as eu un peu des hésitations, des craintes, etc. Que finalement, je pense que c'est le bon Dieu un petit peu avec toutes ces méthodes qui t'a finalement donné cette opportunité et qui t'a un peu poussé à le faire après ta deuxième grossesse. Et voilà, c'est beau de voir que malgré les obstacles, malgré ce que tu appelais un peu les balbutiements, les hésitations du début, etc., tu continues, il y a plein de belles choses qui se passent et tu te sens bien dans ta vie. Donc, je trouve ça vraiment beau. Merci beaucoup pour ce témoignage, en tout cas, Caroline. Merci à toi, Thérèse, de me permettre de parler de ça.
Et puis, n'hésitez pas, si vous voulez écouter d'autres témoignages, il y a une playlist sur ma chaîne YouTube sur laquelle vous êtes. Il y a une playlist qui s'appelle Témoignages, tout simplement. Donc, vous pouvez aller écouter des témoignages sur plein d'autres sujets, sur le fait d'être mère au foyer, sur les parcours vestimentaires des unes et des autres, et des interviews exclusives aussi. Donc, n'hésitez pas à aller les écouter. Merci encore Caroline pour ce podcast et je dis à tout le monde à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles chroniques d'actualité, chroniques de livres et autres podcasts. À bientôt.